Bonjour à tous. Le sujet de la révision du code électoral, toujours au devant de l'actualité depuis le vote la semaine écoulée. Nous allons en parler de long en large encore aujourd'hui. D'abord avec les quotidiens qui nous proposent dans leurs publications respectives diverses analyses et aspects du test. Vous le verrez dans la une des journaux, puis avec la revue de presse en fin d'émission. Nos rubriques opinions vont aussi aborder le sujet. Cela va commencer avec l'invité politique ce matin, Benoît Degla, est député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti Bloc républicain. Avec lui, nous allons analyser dans la forme et dans le fond les modifications apportées au document. Puis vous aurez le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor des discussions. Il nous permettra de nous demander ce qui est nouvellement proposé, si ce qui est nouvellement proposé participe vraiment du renforcement de la capacité des partis politiques existants. Bienvenue à tous. On va ouvrir avec fraternité, c'est notre habitude. Adoption du nouveau code électoral, légitimité renforcée pour les futurs présidentiables. Gérard Benoît dit ceci, c'est une réforme fédératrice des partis forts à ancrage national. Et pour Wilfried Léandre Ngbeji, c'est inclusif car tous les partis présents au Parlement peuvent être représentés. Achetez fraternité et découvrez les diverses opinions de ces deux hommes. Voix de femmes, Lorraine Majot-Foncois, les femmes ne veulent plus être limitées à tel team dans la colonne de fraternité. Puis un dernier titre à la une du journal, promotion de l'entrepreneuriat féminin, les deux lauréates béninoises du prix AWA 2023 récompensées par Enabel. L'autre quotidien, gouvernance démocratique, des avancées notables du code électoral modifié, matin libre, vote du code électoral, fin de la prostitution politique, a signalé le journal. Passons à Le Soleil Bénin Info, modification du code électoral, fin de la pagaille politique au Bénin, promet la publication. L'événement précis, toujours sur le même sujet, après le vote du code électoral modifié à l'Assemblée nationale, abolition au Bénin des dérives politiques, transhumance politique et débauchage. Tout sera terminé selon le journal Dynamisme Info. Seulement deux tendances pour le challenge présidentiel de 2026. La rupture offre à l'opposition l'opportunité de l'alternance. Le matinal, nouvelle disposition du code électoral pour lever des sièges dans les circonscriptions électorales. Les avantages de l'accord de gouvernance selon le journal. Ordonnant la date, l'accord encourage le dialogue entre partis politiques. Benoît Degla, qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure, par rapport au remous, il y a beaucoup de mauvaise foi et puis Nicaise Fagnon. C'est un code d'inclusion. L'événement du jour. Fin de la transhumance politique, le nouveau code électoral, une victoire pour l'opposition. La nouvelle génération, adoption d'un nouveau code électoral, un pas qualitatif vers la qualification, vers l'éradication, de la transhumance politique. Nous voici avec la couronne info. Nouveau code électoral, la polémique s'enfle de jour en jour après son vote. Nord-Sud quotidien prévu dans le code électoral modifié. Ce qu'il faut retenir de l'accord de gouvernance selon Nord-Sud quotidien. Le matin, nouvelle loi électorale, fini la prostitution et la transhumance politique. L'affiche du jour, vote du code électoral vers le renforcement de l'unité nationale et du développement. Équilibré, la cloche ce matin, code électoral. Malgré les suspicions, ses vertus, les 4 vérités. Nouveau code électoral au Bénin, la présidentielle 2026 ouverte à l'opposition et à la mouvance. Que nous dit Gaskiani Info ce matin, toujours sur le même sujet. Un nouveau code électoral au Bénin, renforcement du système partisan, Bénin intelligent et animation de la vie politique. Le Bénin rejoint les grands défis info. Actualité politique nationale, le parti FCBE célèbre le rejet d'une nouvelle révision de la Constitution et dénonce le vote d'un code chrysogène. Passons à le télégramme, Wilfried Léon Ngbeji sur la question. La présidentielle 2026, une élection inclusive. Le Fofo qui nous dit nouveau code électoral, la Cour constitutionnelle ne peut pas le valider. Le Figaro national, nouveau code électoral, la Cour Sosa à l'épreuve de la déontologie et de la transparence. Nassiara pour
son titre sur la question. Après le vote du code électoral, la Cour, devant une responsabilité historique. Et de retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Adoption du nouveau code électoral, légitimité renforcée pour la future présidentielle. Vous avez les avis de Gérard Gbenochi de l'UPR et Wilfried Dehan-Ngbeji, porte-parole du gouvernement dans les colonnes de Fraternité. Voix de femme, Lorraine Majo font quoi? Elle dit ceci: les femmes ne veulent plus être limitées. Achetez le journal, allez à la page 5 pour découvrir l'entièreté de ses confidences au journal qui paraît à Ménoté. Un dernier titre, le temps de boucler la une des journaux, promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les deux lauréates béninoises du prix AWA 2023 récompensées par Enabel. Le titre est totalement en bas. Vous n'avez certainement pas pu le voir à cause justement, les magies donc de William, le réalisateur, pour vous permettre de voir le dernier titre de Fraternité en sa une ce lundi 11 mars 2024. Et à l'intérieur du quotidien Fraternité, vous avez comme déjà mentionné à la une du journal, je dois dire l'avis de quelques personnes interrogées par le journal sur cette question donc concernant le code électoral qui a récemment été revisité par le Parlement béninois. Vous avez donc que c'est une occasion qui légitime et renforce justement la crédibilité pour les futurs présidentiables. Le journal vous propose une analyse de la situation dans ces colonnes. Vous avez aussi l'avis de quelques personnalités, comme je l'ai dit, politiques notamment, avec Orden Aladati, qui est quand même le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et député sous la bannière UPR qui donne son opinion. Vous avez aussi l'opinion du porte-parole du gouvernement et celle de Gérard Gbenochi, lui aussi qui est membre de l'UPR, mais patron d'une autre commission là-bas à l'Assemblée nationale, notamment celle des finances. Achetez le journal et informez-vous. Informez-vous aussi au sujet de l'actualité au plan africain. Zoom sur le Sénégal, le Nigeria. Le Sénégal qui a commencé, vaille que vaille, sa campagne électorale pour se donner rendez-vous le 24 mars prochain pour la présidentielle. Alors, en attendant donc ce rendez-vous, que se passe-t-il pendant ces campagnes électorales qui doivent durer, ma foi, une dizaine de jours plutôt que d'une quinzaine? Le journal vous informe. Achetez aussi le quotidien pour vous informer sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Fraternité vous donne une idée de ce qui se passe actuellement là-bas. Et puis, si vous aimez bien le sport, vous allez peut-être sourire avec cette nouvelle liste du sélectionneur Genotte Rohr qui a convoqué en tout cas quelques 24-26 joueurs pour les fenêtres FIFA notamment. Pour les rencontres contre la Côte d'Ivoire, tenant du titre africain, et puis le Sénégal, qui a cédé justement ce titre-là à la Côte d'Ivoire récemment, que nous propose le sélectionneur national. Vous n'avez pas grand-chose de nouveau dans la liste de Genotte Rohr. On prend les mêmes et on recommence visiblement avec beaucoup de monde qui n'a pas de temps de jeu ou peut-être même de club. On verra tout cela dans les détails avec Alimo Monique quand on sera à Sport Matin. Pour l'instant, on va passer au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Vous nous présentez le bulletin ce matin et dans les titres de votre mini-journal à suivre, au sein du bloc républicain, la journée internationale des droits de la femme a été commémorée. Vous avez les images à l'écran, c'est bien sous l'initiative donc de l'Organisation des femmes républicaines. La célébration s'est déroulée en présence de Ablai Biotchane, le président de cette formation politique. Marco Dono a participé aux festivités. Et puis dans le département du Mono, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session ordinaire la semaine écoulée. C'est la toute première rencontre statutaire de cette année 2024. Elle a été consacrée à l'étude des questions liées à la vie et au bon fonctionnement du département. Quels sont les échos à retenir? Vous suivrez le bulletin de l'information pour vous en donner une idée. Voici justement le bulletin. On commence ce bulletin par une note de fête avec des couleurs
deux partis politiques. Il s'agit précisément du bloc républicain. Teddy Goudala, là-bas, le PR a célébré ses femmes. Absolument, Tanguy, vous le dites si bien, à l'initiative de l'organisation des femmes républicaines, les Amazones de ce parti se sont retrouvés pour échanger autour de la thématique femmes dans la politique, élever la voix, influencer le changement. La célébration s'est déroulée à Porto Novo sous les yeux de notre correspondant là-bas, Emma Rodanou. Militante à la base, responsable et leader du parti Bloc républicain, tous se réunissent ici à Porto Novo pour célébrer la Journée internationale de la femme. Une célébration marquée essentiellement par des panels de communication autour du thème « Femmes dans la politique, élever la voix, influencer le changement ». Conscientes de la place de choix que leur offre le parti Bloc républicain, ces femmes ont voulu de cette célébration pour échanger et trouver les voies et moyens devant leur permettre de servir efficacement le parti. Chères femmes républicaines, je voudrais nous rappeler qu'il faut nous tenir la main si nous voulons que notre voix soit entendue, car la voix des femmes en politique, nous aurions beau l'élever. Si elle n'est pas forte, audible et intelligible, elle ne pourra pas influencer le changement. La force de notre influence sur la société, sur la communauté, sur le développement économique et social se trouve dans notre capacité à nous tenir la main. La femme républicaine, de mon point de vue, doit s'approprier et s'intérioriser, entre autres, les convictions suivantes. Nous, femmes républicaines, sommes dans le champ politique pour impacter la nation béninoise. Nous sommes la solution pour le renforcement du système partisan. Nous sommes la solution du Bénin. Nul ne sera de trop, car le défi est grand. Et pour le relever, je voudrais très respectueusement vous prier, Monsieur le Président, de faire accélérer la restructuration de nos organes de masse en général et de l'OFR en particulier, afin de la mettre effectivement et efficacement en ordre de bataille. Les doléances des femmes à cette occasion sont directement reçues par le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, qui a tenu personnellement à assister les femmes pour cette célébration. Il faut que nous accélérions le mouvement à l'OFR. Nous avons une organisation, nous sommes les seuls à l'avoir et nous devons montrer qu'elle peut faire la différence. Nous devons montrer que ceux qui font confiance à la femme doivent pouvoir gagner pour le justifier. Que nous soyons hommes ou femmes en position de faire la différence dans la vie de nos concitoyens, nous devons donner les mêmes chances aux femmes comme aux hommes. Et c'est ce message aussi que je veux souligner aujourd'hui. Le bloc républicain a fait des jeunes et des femmes les fers de lance du parti et veut toujours savoir compter sur leur engagement pour les batailles électorales à venir. Voilà, on reste toujours dans le département de Lomé pour parler de ce forum conjoint de plaidoyer permanent entre le Nigeria et le Bénin. C'est une initiative du colonel Komla Oussou Guédé et Kayode Oguntouassi, ex-ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Les objectifs de ce forum sont officialisés à travers une réunion consultative entre des opérateurs économiques, des cadres administratifs et des têtes couronnées des deux pays. On suivra ensemble le point de la rencontre. 3 mois après une première rencontre au Nigeria, voici à nouveau réunis ici à Porto Novo au Bénin, têtes couronnées, cadres administratifs et opérateurs économiques du Nigeria et du Bénin. Cette initiative, portée par le colonel Patrice Oussou Guédé et l'ex-ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Kayode Oguntouassi, entre en ligne de compte de la création d'un forum de plaidoyer permanent entre ces deux pays qui partagent environ 800 km de frontières terrestres et maritimes. Ce forum vise comme objectif principal la levée des barrières qui plombent la fluidité des échanges et l'intégration socio-économique des populations des deux pays. À l'instar du forum de plaidoyer permanent Nigeria-Niger, celui du Nigeria-Bénin
ambitionne jouer sa partition auprès des deux gouvernements pour assurer l'effectivité d'une coopération bilatérale au service des peuples bénino-nigériens. Ce forum ne remplace pas les organes publics mixtes de coopération mis en place par les deux États, mais il travaillera par contre dans une approche d'accompagnement des pouvoirs publics pour l'atteinte de leurs objectifs d'intégration. Il importe de saluer la vision d'intégration des gouvernements des deux pays à travers leurs chefs respectifs, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon. Pour travailler à l'atteinte des objectifs fixés, le Forum a formulé des recommandations et s'est doté de 4 commissions, chacune mandatée pour une mission qui a été précisée dans un document dénommé le Mémorandum de Porto Novo. 4 commissions ont été mises sur pied pour débattre des thématiques qui se présentent comme suit. Nécessité et pertinence de structuration d'une plateforme de réflexion stratégique pour une coopération dynamique entre le Nigeria et le Bénin. Deuxième commission, vers une prospérité économique partagée entre le Nigeria et le Bénin à travers les initiatives conjointes d'investissement public-privé. Troisième commission, nécessité d'assurer la libre circulation des personnes et des biens entre le Nigeria et le Bénin. Quatrième commission, la lutte contre l'insécurité transfrontalière entre le Nigeria et le Bénin. Après les différents travaux de cette rencontre, un rapport sera soumis à l'appréciation du chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, et à celui du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. Voilà donc pour ce compte rendu. Sur ces images à présent, célébration de l'entrepreneuriat féminin à Détola Daniel, à Danlao et Alida Wandinou sont les 2 lauréates béninoises qui ont remporté le prix AWA édition 2023, respectivement première et deuxième dans les catégories Start-up et prix du public. Elles ont reçu chacune leur distinction en fin de semaine écoulée. Le prix AWA est une compétition organisée par l'agence belge de développement Enabel qui met en lumière les femmes entrepreneurs issues des pays d'intervention de la coopération belge et leurs projets. Pour l'édition 2023, le prix a récompensé les femmes entrepreneurs actrices de l'économie verte et circulaire. À l'occasion de la célébration, à l'occasion de la remise des prix, les lauréats ont eu le privilège de présenter à nouveau leur domaine d'activité. Et voilà, une dernière note pour finir ce bulletin d'information. Dans le département du Mono, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session ordinaire semaine dernière. Une rencontre statutaire, la première de cette année 2024, qui est consacrée à l'étude des questions liées à la vie et le bon fonctionnement du département. Retour ici sur cette session avec nos collègues en poste dans le département. Le foncier, le tourisme et l'eau potable à fournir aux populations rurales occupent une place de choix dans l'agenda des membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Mono pour cette première session ordinaire de l'année. D'abord, la réforme liée à l'approvisionnement en eau potable en milieu rural tâtonne dans sa mise en œuvre et génère la colère des populations. On sort d'une situation, je dirais, un peu difficile au niveau des installations dont on a hérité. Ces installations nécessitent une vitalité en termes de réhabilitation, en termes de renforcement. Donc tout ce programme ne peut pas se faire en un jour. Donc il y a toute une phase préparatoire qui certainement est longue et pendant laquelle encore les populations vont souffrir. Mais dès lors où elle sera terminée, la mise en œuvre fera que ça sera un vieux souvenir, ces souffrances-là, et on ira tous de l'avant. Nous sommes sortis de cet échange satisfaits parce qu'on a pu noter quand même qu'au-delà de la volonté du gouvernement, beaucoup de moyens sont déployés pour que d'ici 2027, voire 2030, la situation de couverture en eau potable et de fourniture en eau potable
au niveau de notre département, mais également au niveau national, soit à 100%. Ensuite, le foncier avec des opérations de relance des lotissements dans les communes. Des opérations qui avaient été arrêtées suite à la suspension de certains experts géomètres, 4 au total. Et toutes les communes ont pratiquement commencé par relancer les opérations de lotissement. Les lotissements qui étaient en temps et annulés, on a pu repêcher quelques-uns. Donc les quatre qui sont suspendus pour 1 an, on a seulement 2 communes qui sont concernées et c'est à peine 2 lotissements. Donc de manière globale, on peut dire que les activités font bon train. Derrière les modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de la confirmation cadastrale de droits fonciers et de la mise à jour du cadastre national ont été présentés aux participants. Enfin, le tourisme, le directeur départemental a fait l'état des lieux tout en présentant les enjeux du secteur dans le département. L'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que les potentialités du département du Mono en termes touristiques soient valorisées et pour bénéficier de tout le surplus ou de tout le drainage de tourisme que WIDA fait chaque année et fera désormais chaque année. En somme, participer à l'effort national de promotion du tourisme. Cette session, elle, reste l'une des plus grosses instances de décision à l'échelle départementale. Elle répond surtout aux exigences du Code de l'administration territoriale. Et voilà, à l'instant, Narcisse Alossé et Florent Dowou, nos correspondants du département du Mono et du Koufo. Eh bien, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Tanguy Agoyi, bonne journée. Merci d'avoir présenté. Bonne journée à vous, Tédé Goudala. Merci. Mesdames et messieurs, voici l'information sportive sur l'Actu Matin. Je l'ai dit à la fin de la une des journaux, c'était promis donc. Pendant cette page des sports sur Actu Matin, vous aurez à découvrir la liste de Génote Rohr, le sélectionneur national. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, le technicien franco-allemand qui a publié vendredi dernier une liste de 25 joueurs dans le cadre des journées FIFA. Oui, Tanguy, c'est une liste hybride avec des anciens nouveaux joueurs, des anciens joueurs et bien entendu de nouveaux joueurs pour étoffer un peu plus la liste. Et de la même façon, il y a eu des absences comme pour dire la transition est en pleine opérationnalisation. Sur la liste, vous l'avez constaté, bien sûr, la liste que nous proposons ce matin, la liste de 25 joueurs convoqués. Il n'y a pas de changement, surtout au niveau des gardiens de but. Satuni Alagbe, Marcel Dandinou, Sergio Bassa sont les 3 réguliers qu'on remarque surtout depuis quelques mois au niveau de la défense. Il y a eu donc approximativement plus de 8 joueurs qui sont appelés là, avec ceux qu'on peut appeler des anciens nouveaux qui ont déjà goûté à la sélection nationale et qui n'ont pas été convoqués. On connaît tout ce beau monde. Hein? Bien entendu, je vais parler de Tamim Ouoro qui était avec les catégories d'âge des U20 lors de la CAN 2019 en Égypte. Ce jeune joueur qui n'a plus été convoqué en équipe senior, même s'il a été appelé entre-temps grâce en l'absence bien entendu de Khaled Adenon. Et cette fois-ci, il retrouve encore une nouvelle fois la sélection nationale au milieu de terrain. Il n'y a pas grand changement en dehors des 2 nouveaux qui ont été convoqués, Mariano Arwangbo et puis Lenny Pirengel dont on a parlé ici bien entendu la semaine dernière. Au niveau de l'attaque, Tanguy, il n'y a pas grand changement. C'est Odel Dossou que vous connaissez et très bien, ma foi. Qui a très peu de temps de jeu, qui joue les bancs dans son club. Les bancs, donc, qui est envoyé plutôt en équipe réserve. Mais en plus, ça. Eh bien entendu, allez, on parle de Ricardo Prince Dossou qui est du côté du Ghana avec l'équipe A. Ricardo qui n'a pas suffisamment de temps de jeu aussi. C'est vrai qu'il était dans une période d'essai en Europe. Est-ce que cela a marché? On aura le temps de découvrir certainement dans les prochains jours. Il y a le retour de Chabel Gomez que vous constatez sur la liste, Andreas Montonji et bien d'autres, Steve Mounier qui est toujours là, Junior Laïtan et puis Tossin Ayegon qui est aussi convoqué sur la liste. Suivons maintenant Génote Rohr qui explique les raisons du choix des 2 nouveaux joueurs qui ont rejoint sa liste de 25 joueurs pour les journées FIFA. Pour la première fois convoqué Mariano Arwangbo, Aïe Soliman, un des meilleurs joueurs de son équipe en Tunisie, première division. Jeune joueur également, demi-défensif, costaud, dur sur l'homme, relance bien,
s'implique dans le jeu de son équipe sur le plan offensif et défensif. Alors, Lenny Piringuel, ça fait 1 an et demi que j'ai demandé aux joueurs et à son papa, qui est bordelais, que j'ai rencontré. Il n'a pas voulu au début que Lenny, qui a fait toutes les sélections françaises des moins de 15 jusqu'au moins de 19, parce que si vous jouez pour un autre pays, vous savez que c'est fini en équipe A si vous faites 2 matchs. Et là j'ai pu les convaincre, j'ai dit venez voir, on va vous montrer comment on travaille, on l'invite, et il a accepté. Donc on va le voir déjà à l'entraînement. Lui, il va voir comment ça se passe chez nous, l'état d'esprit, l'entraînement, les préparations des matchs, les matchs eux-mêmes. Et le fait d'avoir joué contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal a beaucoup donné d'intérêt à ces jeunes joueurs aussi. Tiens, ils vont faire des bons matchs, ça peut être intéressant de voir tout ça, de jouer contre les champions d'Afrique. Donc ça nous aide aussi à séduire, si je peux dire, des jeunes joueurs français qui peuvent jouer aussi, parce que la maman est béninoise, pour le Bénin. Voilà, donc on est très heureux de la voir. C'est un petit gabarit vif, très vif. Peut-être dans l'avenir un petit Cessignon, pourquoi pas. Très capable de jouer en 10, capable de jouer sur le côté, à droite, à gauche, deuxième attaquant, tourner autour d'un attaquant. Allez, toutes nos excuses pour les images, vous avez constaté, bien entendu, priorité donc à la liste de Guénotro. Je parlais tout à l'heure de la transition au niveau de cette formation des guépards. Est-ce réellement la motivation du sélectionneur? Élément de réponse dans un extrait que je vais vous proposer ce matin de suivre, puisqu'on va parler, il va nous expliquer pourquoi il y a eu des absences et les raisons qui motivent ces absences-là. L'absence de Doremus et de Soukou, c'est que la qualité de leurs prestations n'est pas suffisante pour figurer dans cette liste. Soukou, je veux maintenant de la fraîcheur, de la jeunesse, de la vitesse. Ça devient difficile pour lui qui joue en 2e division de Turquie et pas toujours. Donc, et on l'a vu en Afrique du Sud, on n'était pas satisfait. Voilà une réponse claire. J'espère qu'elle vous satisfait. En ce qui concerne Kossi, il y a une situation un peu compliquée parce qu'il n'a toujours pas sa carte de séjour dans son pays. Donc, ça rend la demande de visa très compliquée. Et après avoir entendu mon staff administratif qui me dit on a très peu de chances d'avoir le visa, c'est pratiquement nul la chance de l'avoir. Il fallait faire un choix. Et on le connaît, ce joueur. On sait qu'on peut compter sur lui. Et ces 2 matchs-là sont faits aussi pour voir autre chose, pour voir que ce n'est pas des matchs de compétition, c'est des test-matchs. Et donc, je veux tester des gens qu'on n'a pas encore vus, tout en essayant de trouver une ossature pour nos 2 grands matchs au mois de juin. Allez, pour les journées FIFA, donc le Bénin affronte la Côte d'Ivoire, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la rencontre aura lieu le 23 mars prochain et le 26, les Guépards seront face aux champions de 2021, Tanguy, les Lions sénégalais, bien entendu, de la Teranga. Pourquoi avoir choisi donc fait l'option de ces 2 matchs face à ces 2 gros cylindrés sur le plan continental? Élément de réponse avec Guénotro. Si on fait un résultat, ça va nous faire rebondir au classement FIFA. Déjà un match nul contre le champion d'Afrique, ça nous permettrait de grimper plus de places au classement FIFA qu'un match nul contre le Congo, Brazzaville, ce qu'on nous a proposé, ou le Soudan, ou un truc comme ça. Et puis, on va plus loin. Ce sont des matchs, pour moi, de préparation. Avant tout, un match amical, on doit donner la chance à tous ces jeunes joueurs et aux nouveaux joueurs aussi de se montrer. Si vous ne le faites pas dans les matchs amicaux, vous voulez le faire quand? Dans les entraînements. Et puis c'est dans ces matchs-là, quand vous jouez contre meilleurs que vous, les tennisman, les handballeurs, tout le monde le fait, pour progresser, c'est plus, à mon avis, plus important de jouer contre meilleurs que vous que contre moins bien que vous. Et puis, quand vous avez vu la CAN, tous ces soi-disant petits pays, il n'y a plus de petits pays maintenant. Vous pensez gagner contre le Congo-Brazzaville ou le Soudan ou le Sao Tomé, et peut-être vous ne gagnez pas. Et là, la déception est encore plus. On pensait gagner contre le Madagascar, on a perdu.
Ce sont des bonnes équipes maintenant. Le Mozambique, il a éliminé le Ghana en marquant 2 buts à la fin encore. Si vous calculez comme ça, il vaut mieux jouer contre des petites équipes, on va gagner. Et souvent, vous êtes déçus. Alors que là, il faut être ambitieux. Moi, je pense que le Bénin, avec ces jeunes joueurs que j'ai maintenant, peut se permettre d'être ambitieux et peut essayer de faire un résultat contre la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, magnifique, avec tout ce qu'ils ont fait. Allez, vous l'avez certainement compris. Et sur cette liste de Guénotro, il y a donc 4 joueurs qui évoluent au plan national, surtout dans le championnat de la Super League professionnelle du Bénin. Et donc, on va s'intéresser à leurs performances certainement. Et donc, ce qui nous amène donc à vous donner les résultats des rencontres de la 6e journée du championnat national, la Super League, équivalent bien sûr de l'élite au plan local. Ayema était donc à domicile ce week-end face à Espoir FC, rencontre qui s'est soldée par la victoire de 3-0 de l'équipe de Ayema qui, je dirais, se réveille donc dans la compétition d'Amissa engrange aussi une victoire 3-1. C'était face à l'équipe de l'AS Cotonou. Dynamo FC d'Abomey et la jeunesse sportive de Poubelle se séparent sur un score de parité, 1 but partout, 0 but partout entre les Requins de l'Atlantique et Banigansé. Il y a eu le score de parité également entre Aspac et l'Union sportive des Cavaliers de Niki, 1 but partout. Il faut noter la victoire de Dadje FC face à l'équipe de Sobemap Sport, 0 but contre 1. Et puis le Topopo qui a été freiné dans son élan, 0 but partout. C'était face aux Dragons de l'OM Tanguy. Vous pouvez bien sûr l'imaginer, les Dragons qui sont en très bonne forme. On se rappelle, c'est la toute première équipe qui a battu le champion en titre cette saison, c'était du côté de Ouida. Et Coton FC, qu'on croyait s'être, je dirais, retrouvé dans la compétition, c'est encore une fois trébuché. Et c'était du côté de Kandi face à l'association sportive AS Takounen de la zone. On va descendre d'un cran et parler de la Ligue Pro Suite. Cette fois-ci, avec les rencontres de la 2e journée au niveau de la zone A et B, la zone du septentrion et du centre du pays. Dynamo FC de Parakou était face à l'équipe d'Abeille, rencontre qui s'est soldée sur le score d'1-0 pour le promu. Rodio FC s'incline face à Buffle FC, 0 but contre 1. Soleil et Dynamique FC de Djougou se séparent 2-2, 2 buts partout. Il y a l'équipe de Bemberek et Beki FC qui s'impose 1-0 face à l'équipe de l'association sportive des Tonnerres de Bohicon. Il y a donc la défaite de Panthère FC, c'était face au Real Sport, 1-0. Au niveau de la zone C et D, bien sûr, nous sommes donc au niveau du sud du pays. Adidja FC s'impose 2-0 face à la jeunesse sportive de Ouida, avant comme Sport et Étoile Filante se séparent 2-2. 0 but partout entre les deux formations. Pendant ce temps, Jeff s'incline une fois encore et c'était à domicile, 1-0 face à l'équipe d'Aïnovi. ASVO et AS Police se séparent 2-2, 1 but partout. Permettez-moi cette redondance, bien entendu. On aime trop bien sûr les associations sportives au pays. Et pour finir, il faut noter la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou, 2-1. C'était face à l'équipe d'Aziza FC Tanguy. Voilà, donc pour ce qui concerne le championnat national, allez, on va monter d'un cran et parler des Jeux africains qui se déroulent actuellement au Ghana avec les ambassadeurs du Bénin qui, ma foi, représentent le pays là-bas et déjà catégorie football, le Bénin qui s'est déjà manifesté une fois. Oui, entré en listant face à la Gambie pour le compte de la première journée, les Béninois, les Guépards, les jeunes Guépards de moins de 20 ans sur les images, bien entendu, ont été, je dirais, tenus en échec, je peux l'appeler ainsi, parce qu'ils ont eu quand même assez d'occasions pour pouvoir s'offrir cette explication. Un match assez équilibré, s'il faut bien sûr le préciser, de part et d'autre, chaque équipe a eu sa mi-temps. Le Bénin semble avoir un bon niveau, mais dans le fond, il y a assez de déchets techniques. Il y a aussi, vous l'avez vu tout à l'heure sur le centre en retrait, il y a aussi la construction offensive qui n'est pas assez évidente. Les Gambiens sont très bon dans la transition, mais vous allez constater cette frappe limpide du joueur béninois. Vous avez vu qui a été sorti par le gardien de but de la Gambie à l'arrivée. C'est un score de parité, 0 but partout entre les deux formations. Mais le point culminant de ce match, Tanguy, vous savez, c'est le but de la Gambie qui a été refusé à la 35e minute. Je vous propose l'image de ce but. Vous allez le constater. Après cette remise en touche, ça interviendra donc le but de la Gambie. L'arbitre assistant à lever hors-jeu, malheureusement, pour la formation gambienne. Il n'y avait pas hors-jeu sur cette action et le Bénin s'en est sorti, je dirais, in extremis, sinon coup de chance quand même pour les Guépards, les Guépards juniors. Ça a été une très mauvaise nouvelle. Oui, une très mauvaise nouvelle. Vous allez constater sur le ralenti. Vous voyez. Ah, mais il n'était pas à l'enjeu. Il n'est pas du tout à l'enjeu. C'était même pas, je dirais, à jouer sur le coup de fil, si on pouvait le dire ainsi. Rien du tout, mais je dirais, malheureusement pour les Gambiens, un mauvais aliment heureusement pour les Béninois, de toutes les façons, une mauvaise appréciation d'abord de la trajectoire du ballon, puisque vous allez constater que le défenseur a raté
Là, raté le repousser le ballon. Et ce qui est venu, je dirais, gratuitement pour l'attaquant gambien. Malheureusement, c'est un but qui a été refusé. On fait le point du programme des Guépards, 0 but partout. C'était face à la Gambie ce 8 mars 2023. Donc, demain 12 mars, le Bénin affrontera la Guinée. Et pour finir, on aura pour adversaire le 15 mars prochain l'équipe du Ghana. Voilà pour ce qui concerne les Béninois qui sont donc du côté d'Accra pour au niveau du football pour ces Jeux africains. On finit rapidement avec les résultats du volleyball de la 12e journée du championnat professionnel au plan national. L'équipe de la police républicaine s'est imposée face à Real Sport 3-7-0, 25-19, 25-21 et 25-12. De l'autre côté, c'était l'équipe d'Assonounion qui s'inclinait face à Alada Olympique qui est en très bonne forme. On se rappelle de cette formation lors de la première journée de la compétition face au tenant du titre. Alada Olympique s'était imposé in extremis, bien entendu, mais c'était sur une très belle performance. Mais pour le compte de cette 12e journée, elle s'impose 3-7-0 également face à son adversaire. C'était Assonounion 22-25. 10, 25 et 21, 25 Tanguy. Allez, Moumouni, merci beaucoup. Vous m'aviez volé quelques 5 minutes. Merci pour ces informations assez variées en sport. Revenez-nous demain, en tout cas pour un autre rendez-vous de l'actualité sportive sur Actu Matin. En attendant, ce soir, rendez-vous pour le grand format des informations sportives sur Canal 3 Bénin. Cela s'appelle comment? Canal Sport, Tanguy. Rendez-vous à 21h donc. Allez, à demain. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Notre invité ce matin, il est politique, Assouan Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti Bloc républicain. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons aborder le contenu du nouveau code électoral en attendant sa promulgation sous deux plans, la forme et le fond. Sur la forme, la Cour constitutionnelle a recommandé, honorable, de régler deux problèmes précis. Et vous, députés, avez décidé de relire tout le document de fond en comble, non pas seulement pour corriger les fautes, mais pour apporter d'autres nouveautés. Est-ce que vous n'aviez pas fait un peu trop plus qu'on ne vous a demandé? Merci, M. Tanguy. Je vais déjà dire que nous n'avons pas outrepassé les recommandations de la Cour. Il faut déjà d'emblée dire que nous sommes des législateurs. Et à ce titre, il nous est loisible d'édicter des lois, évidemment chaque fois que cela est nécessaire et dans l'intérêt du peuple béninois. Suite à un recours formulé par un citoyen, la Cour a réagi sous deux formes. D'abord, a fait un rejet de recours et s'est auto-saisi quant au fond et a proposé que l'Assemblée puisse corriger notamment une chose. Considérer que les députés de 2000 qui siègent actuellement, ceux qui sont élus en 2023, les députés de la 9e mandature, puissent être ceux-là qui vont parrainer le président de la République en 2026. Mais qu'il y a un problème d'équité et d'égalité qui va prévaloir au niveau des maires qui n'ont pas tous été installés au même moment. Donc il nous appartenait à nous, députés, de voir comment faire pour que et députés et maires de l'actuelle mandature puissent être ceux-là qui doivent parrainer. La première solution que nous avons, qui nous est venue à l'esprit, c'était la révision de la Constitution pour mettre tout le monde sur le même palier, que nous reformulions les dates, les échéances pour que et les députés et les maires puissent être ceux-là qui parraineraient. Mais ça a échoué. Ça a échoué. Mais dans la recherche de la solution au problème posé par la Cour constitutionnelle, nous avons fait l'option, et à travers une proposition de loi déposée par un collègue, le collègue Ake, nous avons fait une proposition, déposé une proposition de loi modificative du code électoral qui a satisfait, alors je vous parle, aux exigences, enfin du moins aux recommandations de la Cour. Le premier aspect qui est bon à souligner, c'est que désormais, dans ce que nous avons voté, il est
il est demandé que le président de la République ait un délai assez suffisant pour déposer sa candidature. C'est désormais 180 jours. Et 75 jours pour les élus communaux ou municipaux et puis 60 jours pour les députés. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet simplement que les députés qui sont déjà reconnus par la Cour constitutionnelle comme ceux devant déposer le parrainage, c'est réglé. Et quant au maire, dès l'instant où la date de dépôt de la candidature a été prolongée, ils sont en droite ligne avec le délai qu'il faut pour le président de la République pour déposer sa candidature. Donc, dans le délai qui est accordé au maire, le maire en exercice dispose du temps pour parrainer la candidature du président de la République. On se disait pourquoi il va parrainer alors que 2 jours après il s'en allait, etc. Donc ce problème, il est réglé. Donc nous allons chercher à régler pour ce problème-là. D'accord. Au lendemain du rejet, toujours pour des questions de forme, au lendemain du rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, nous avons vu des députés qui se sont énervés, les députés de la mouvance, et promettent même l'enfer, le déclin politique à la minorité. Du coup, lors de la révision du code électoral, rien provenant des propositions de l'opposition n'a été pris en compte. Alors, c'est une loi vengeance, c'est ça? Mais non. Moi, je suis de la commission des lois et et le collègue président du groupe parlementaire Les Démocrates a introduit une proposition de loi qui porte sur la modification d'une vingtaine d'articles. Nous en avons tenu compte. On a tenu compte de certains articles. Ah bon? Quels sont les articles qui vous ont intéressé dans le document proposé par les LD? Ce que je retiens qui est frappant, c'est que la caution désormais pour le dieu président est passée à 25 millions. Ça, c'est leur proposition, ça. Et une autre proposition, c'est celle relative à la mise en place, à la demande de la Sénat, d'un dispositif qui permet que dans les arrondissements où il y a plus de 100 bureaux de vote et 100 postes de vote, on puisse, n'est-ce pas, créer un comité. Non, on puisse créer des sous-zones. C'est-à-dire, dans l'arrondissement, il pourrait avoir 3, 4, 5 coordonnateurs d'arrondissement pour faciliter la tâche. Ça, c'est eux qui l'ont proposé. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le document vraiment. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tout n'a pas été rejeté. De la même manière, nous avons des propositions qui ont été rejetées. Lesquelles? Vous n'avez pas le document peut-être sous la main encore? Nous avons des documents, nous avons des propositions qui ont été rejetées. Nous avons accepté. Au niveau du bloc républicain, c'est ça? Non, enfin, nous avons. Au niveau de la mouvance parlementaire. Au niveau de la mouvance parlementaire, parce que la proposition, c'est une proposition BR-UPR et portée par le collègue. Voilà. Oui, mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est pas une loi vengeance quand on sait que, ma foi, les députés LD se sont sentis d'abord frustrés, ils ont été opposés à toutes les propositions, etc. On a vu les réactions de certains en point blanc, etc. Bon, alors, à quel moment vous les avez vus non frustrés, non révoltés? À quel moment? Depuis que nous avons commencé... Depuis que nous avons commencé... la révision de la Constitution, par exemple, ils n'ont pas été frustrés. Ah ben, d'accord. Ils n'ont pas dit... Ils étaient joyeux par rapport à certaines personnes. Oui. Ils étaient joyeux par rapport à certains qui n'étaient pas. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi empêcher que d'autres qui n'ont pas été joyeux à un moment donné le soient aujourd'hui? Donc c'est une revanche? Non, c'est pas une revanche. C'est la partie parlementaire. Aujourd'hui, mon vote peut passer, demain il peut ne pas passer. Et c'est ça la partie parlementaire. Et on doit, en tant que bon démocrate, on doit pouvoir l'accepter. Toujours concernant la forme, on a vu votre parti sortir un communiqué au lendemain du vote pour se féliciter de ce vote. Ce n'est pourtant pas vos idées à proprement parler. Votre proposition, elle a été rangée lors de son vote. Il s'agit de la révision de la Constitution. Ça ne vous a pas dérangé un peu là? Je vous ai tout à l'heure dit que c'est une proposition BR-UPR. Vous avez dit proposition hackée tout à l'heure aussi. Non, attendez. Oui, proposition BR, lui est du groupe parlementaire. Lui est le président du groupe parlementaire.
le groupe parlementaire BR et celui du groupe parlementaire UPR se sont assis, ils ont discuté, ils ont convenu d'un certain nombre de choses, et cela a été porté dans un document d'ensemble qui est appelé proposition de loi BR-UPR porté par le camarade, porté par le collègue Aron Blanc. Voilà. Donc, nous nous retrouvons parfaitement dans ce qui est... Oh, d'accord. Alors, les députés ont été très déterminés depuis des avis d'organisation de la société civile et pas des moindres. La plateforme électorale des organisations de la société civile, par exemple, 3 confessions religieuses au Bénin ont demandé d'aller mollo, d'écouter les autres, de faire de sorte qu'on sente que ce soit une loi inclusive, mais vous êtes allé tout droit vers votre objectif. Alors, cette loi, je pense que elle est bien pour notre pays. Ah oui. Malgré les protestations et les réactions. Oui, on peut protester, mais c'est comme ça. Jusqu'à la société civile, jusqu'aux confessions religieuses. Moi, je vous félicite pour les occasions que vous nous offrez de nous exprimer et d'apporter de la pédagogie. Comment est-ce que ça s'est passé? Le peuple finira par comprendre que ce qui a été fait, c'est dans son intérêt. Parce qu'il y a l'objectif premier qui a été celui-là qui a motivé la réforme du système partisan, faire en sorte que les partis soient désormais forts, qu'on puisse renforcer les partis et que les partis puissent jouer un rôle d'envergure nationale. Éviter que nous ayons les 300, 400 partis qui sont seulement dans leur petit arrondissement ou dans les sacs de leur président. Il faut éviter cela. Il faut apprendre à copier ce qui est bon chez les autres. Apprendre à copier ce qui est bon au Ghana, au Nigeria ou un peu ailleurs où les gens avec 2, 3, 4 partis s'en sortent merveilleusement et ça propulse le développement. C'est ça ce qu'on peut faire pour le pays là. Et cette réforme qui a permis les élections de 2023, elle portait des clauses. Il y avait des pourcentages à atteindre pour pouvoir se faire élire. Des partis auraient pu se retrouver à l'Assemblée. Mais on a fait cette discrimination positive pour qu'il ne soit à l'Assemblée que les députés issus des partis forts. Parce qu'on ne veut pas en avoir à foison. On veut limiter le nombre de partis. Et ça, il faut pouvoir l'assumer. Et là, le peuple a besoin de savoir pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on a besoin de consacrer de l'énergie au développement. On a besoin de consacrer de l'argent au développement. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des moments où on avait des élections tous les ans. À quoi ça servait? À rien. Donc, aujourd'hui, il faut courageusement accepter que nous puissions avoir des lois qui permettent que les élections se déroulent, mais qu'au finish, que ce soit les meilleurs qui s'en sortent. Cet objectif n'empêche pas qu'on s'entende entre nous, entre frères, que tout le monde puisse comprendre un peu la philosophie et que tout le monde puisse adhérer. En 2016, par exemple, tout le monde était d'accord qu'on avait trop de partis politiques. Maintenant, l'option, le mécanisme, les voies à employer, est-ce que ça ne peut pas être des voies où tout le monde s'assoit et tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif? Moi, personnellement, après 2019, lorsque le code a été promulgué, j'ai pensé qu'on pourrait atteindre en si peu de temps 15 ou 16 partis aujourd'hui. Nous sommes à une quinzaine de partis politiques déjà. À peu près, oui. Déjà. Ça veut dire que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on va approcher la trentaine. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que nous avons réussi effectivement dans la réforme? Mais s'il y a des options qui permettent de faire en sorte que ce qui est prévu dans la réforme puisse aller de l'avant, pourquoi nous le refuser? Je dis par exemple, je vais vous donner un exemple rapidement simple. Vous savez, quand on parle de 20%, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, on parle de 20%. On est passé de 10% à 20% sur l'ensemble des 24 circonscriptions. Oui. Mais si un parti est fort, si un parti est véritablement fort, ancré dans toutes les localités de notre pays, avoir 20% n'est pas impossible. Et on le dit
pour les élections de 2026. Mais il s'agit de se mettre à la tâche dès ce instant. Mais le BR n'a pas eu 10% dans toutes les circonscriptions électorales, par exemple lors des élections législatives. Parce que ce n'est pas un danger, même pour les formations politiques actuelles qui n'ont pas forcément cette présence maximale. Lors des dernières élections, voilà, c'est bien de me le rappeler, lors des dernières élections législatives, le BR a eu 29 forts. Sur l'ensemble du territoire national. Oui. D'accord? Mais pas au niveau de chacune des circonscriptions. Attendez, je vais en arriver. Je vais en arriver. Les démocrates ont eu 24%. Pourtant, ils ont eu le même nombre de députés que nous. En deux circonstances, et ils auraient fait du boucan. Ils auraient encore brandi les menaces. Nous avons eu 29%. Ils ont eu 24%. Pourtant, nous avons le même nombre de députés. Ça veut dire quoi aujourd'hui? On est conscient des handicaps de nos handicaps, et nous sommes conscients que les autres ne sont pas mieux logés que nous. Il s'agit pour chaque parti de prendre ce bâton de pèlerin, et c'est valable pour les autres partis aussi qui veulent aujourd'hui on a interdit à aucune des 15 formations de prendre part à ces élections. Seulement elles doivent se battre efficacement, courageusement, farouchement, pour pouvoir donner la preuve qu'elles sont installées dans chacune de ces 24 circonscriptions. Il y en a pour les élections passées qui n'ont pas pu réunir 2%, qui n'ont pas pu réunir 3%. On aura quelle chance, vous pensez qu'elles... Alors, mais qu'elles se mettent ensemble, ces formations politiques-là, mais qu'elles se mettent ensemble, qu'elles se fusionnent pour faire des groupes forts. Vous savez, combien de partis politiques ont fait le BR? C'est plus d'une centaine de partis politiques. Et qu'ils en fassent autant. Les partis singletons, on n'en veut plus. Les partis d'un individu, on n'en veut plus. Alors, on a fait que des fois, c'est la même chose. Il y a un autre argument avancé pour justifier ce code, c'est que c'est la fin désormais de la transhumance politique. D'ailleurs, beaucoup de quotidiens sont revenus là-dessus ce matin. En quoi est-ce que ce qui est fait va empêcher un député comme vous, par exemple, si vous n'êtes plus d'accord avec la ligne directrice du BR, de démissionner de votre parti politique et d'adhérer peut-être à l'UPR, ou je sais trop quoi, à Mouel Bénin ou n'importe quoi sur le territoire national? Qu'est-ce qui empêcherait dans ce code-là de faire ce mouvement-là? Oui, vous savez, à la veille des échéances électorales, et surtout les présidentielles, il y a le marchandage au niveau des parrainages. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comment ça? Parce que vous ne pouvez pas être d'un parti politique et donner votre parrainage à quelqu'un qui n'est pas celui-là, au candidat qui n'est pas désigné par votre parti. Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous démissionnez du parti dont vous apportez votre parrainage. Attention, si vous démissionnez du parti dont vous êtes l'élu, vous ne pouvez pas également le faire. Pourquoi? Parce que le parti vers lequel vous allez, a également les obligations de ne délivrer le parrainage qu'à ceux-là qui sont élus sur sa liste. Un candidat, moi je suis au BR, je démissionne du BR, je vais à un parti Tantampion qui a son candidat, qui réunit ses parrains. Et vous apportez un parrainage. Vous ne pouvez pas leur remettre votre parrainage. Je ne peux pas, ce parrainage n'a aucune valeur. Mais il y a la décision de la Cour constitutionnelle de Djogbenou qui a, par exemple, justifié que le parrainage est un acte individuel, autonome, indépendant. Alors, est-ce que... attendez, vous savez, ne confondons pas les rôles des institutions. Nous légiférons. Et la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, a le devoir de réguler le fonctionnement des institutions, et tout cela sur la base des lois que nous votons. Oui. D'accord? Oui. Alors, si nous, députés, c'est ce que nous retenons, la Cour constitutionnelle peut faire une interprétation, mais pas aller au-delà de ce que nous avons voulu et initier en votant la loi. Donc, la Cour Djogbenou, d'accord, on a parlé d'intime conviction, d'accord, mais il y a une loi aujourd'hui qui dit que, tant que vous êtes d'un parti, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas remettre votre parrainage à quelqu'un d'autre.
C'est une loi aujourd'hui. Le député est l'esclave de son parti. Attendez, il n'est pas l'esclave. Il n'a aucune intelligence. C'est une question de discipline de groupe et c'est une question de faire respecter les partis. De faire respecter les partis. Et c'est une manière de leur donner de la valeur pour que chacun n'aille pas le parti qu'il veut au gré de ses humeurs. J'ai encore deux questions, mais le temps est complètement parti, les 8 heures, l'heure à laquelle je devrais vous laisser partir. J'ai encore deux questions. Alors, quand aucun parti en compétition n'aura réuni au moins 20% dans chacune des circonscriptions électorales, on fait comment, honorable? C'est annulé, on annule le vote. Carrément. On annule le vote et puis les 2-3 milliards qu'on va investir pour faire l'élection, on annule tout ça. Je sais que ça n'arrivera pas, mais si d'aventure cela arrivait, on va procéder. Ou que ce soit un seul parti qui ait 20% par exemple dans chacune de ces conseils. Mais ce seul parti qui il va tout rafler, voilà, c'est tout. Et il va être le seul président à l'Assemblée nationale. Voilà, oui, bien sûr, parce qu'il aura travaillé ardemment pour pouvoir et récolter les fruits de ses efforts. Ceux qui ont vu l'Assemblée nationale de 2019 et qui ont parlé du Parlement monocolore, ils devraient prier pour voir un peu ce qui pourrait se passer après 2026. La question des nominations au poste électif continue de se poser avec cette loi qui recommande qu'on nomme les chefs de village et quartiers de ville. Alors, ou bien on fait la démocratie à la base, ou bien on prolonge l'État central. C'est pas mieux. C'est une phase transitoire parce qu'actuellement, il y a d'énormes problèmes de collaboration entre les villages, les quartiers et le pouvoir local. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés. Il y a plus de 200-300 villages qui sont sans chef. Oui. Sans chef ou chef de quartier. Parce qu'on a refusé de faire les élections. Non, c'est pas qu'on a refusé. Dans la loi a prévu les conditions dans lesquelles devaient se tenir ces élections-là. D'accord? Oui. Et cette loi, elle est toujours là. Ça va se faire à partir de 2026. Mais on dit, en attendant 2026, les chefs de village ou de quartier qui sont là aujourd'hui continuent de mener les travaux tranquilles. Voilà. Oui, mais et leur obédience sera celle du parti. Pourquoi en 2020 on n'a pas procédé aux élections? Ça aurait pu nous empêcher d'avoir ça. Mais tout à l'heure, on parlait de coûts. Il n'y a pas d'élection aussi difficile, aussi coûteuse que celle des élections à la base. Locales, oui. Voilà. Honorable Benoît Assouan-Degla, merci beaucoup d'être venu sur mon mais c'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Voilà. Vous êtes député du bloc républicain au Parlement et vous avez participé aux travaux qui ont conduit à la révision du code électoral que nous avions actuellement et qui fait, ma foi, le devant de l'actualité au Bénin. Encore une fois, merci. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées sur Actu Matin. Allez, on va souffler maintenant. Premier regard, premières économies. C'est le moment de vous démarquer et faire de 2024 une année exceptionnelle. Découvrez nos offres exclusives allant jusqu'à 40% de réduction sur nos gammes de produits en promotion. Offre valable pour les entreprises et les particuliers jusqu'au 8 mars. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique, 6 à Ganrito, en face de la librairie Notre-Dame. Info 95 95 28 24.
Nous voici donc pour nos moments opinion avec le commentaire de Franck Kaounou. Pour commencer, Franck Kaounou, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ce matin, on va encore parler du code électoral. Bientôt une semaine que le document a été modifié. C'est le sujet qui occupe toutes les attentions. Et cela mérite qu'on s'y consacre encore. Bien sûr, Tanguy. Ce sont plusieurs chapitres qui se développent suite à l'adoption de cette loi portant code électoral modifié dans la nuit du mardi 5 mars dernier. Eh bien, à l'aune de cet acte posé par la représentation nationale, vous en discutiez il y a un instant avec Benoît Souan-Degra, député à l'Assemblée nationale. Le Bénin s'est retrouvé embarqué dans une nouvelle aventure. J'allais dire qu'une nouvelle page de l'histoire du Bénin s'écrit depuis lors, une nouvelle page qui s'écrit, bien entendu, avec une réforme du système partisan qui se renforce, qui nous oblige désormais à faire les choses autrement. En politique, le vote de cette loi du mardi dernier apporte la preuve que le retour n'est plus possible pour le Bénin en ce qui concerne les réformes opérées pour assainir le paysage politique de notre pays. Les acteurs eux-mêmes ont suffisamment expliqué par voie de presse les tenants et aboutissants de ces amendements apportés à l'arsenal juridique qui régit l'organisation des élections en République du Bénin, la forme de son vote qui est du ressort des pratiques parlementaires, le fond qui donne lieu à des réactions dans tous les camps de l'ordre normal des choses, car de mémoire de Béninois, aucune œuvre, encore moins celle des hommes politiques, n'est pas faite. Parfois, leurs réactions sont purement techniques, d'autres sont purement politiques et d'autres encore sont émotionnelles. Rien de plus normal car les élections constituent bien entendu des moments très déterminants pour l'avenir d'une nation. C'est pourquoi justement le peuple reste très attentif à tout ce qui va dans ce sens. Pour l'essentiel, les questions de la légalité, de l'égalité ainsi que celle de la légitimité des élus qui doivent bien entendu parrainer les candidats à la présidentielle de 2026. Les députés semblent les avoir tranchés conformément aux injonctions de la Cour, encore que nous attendons la Cour suite au recours pour voir si tout est fait selon les injonctions, la discipline au sein des partis politiques, la représentativité des candidats, du duo de candidats, le leadership des acteurs politiques au cours d'une élection semble renforcé dans ces dispositions introduites dans le nouveau code. Ceux qui font de leur cheval de bataille le vagabondage politique, le chantage et se servent en tout cas comme outil la transhumance, notamment à la veille de chaque consultation électorale, semble cerner avec ce code. Ils disposent de très peu de marge de manœuvre pour assouvir leurs caprices. J'ai envie de dire même que ce code vient mettre fin à la transhumance et pour preuve, un maire ou un député ne peut parrainer qu'un candidat choisi par son bord politique. Cela voudra tout simplement dire que si d'aventure n'est plus d'accord avec le choix de son parti et veut parrainer un autre candidat, ce ne peut qu'être un candidat d'un autre parti de même obédience. En résumé, ce code met un point d'honneur sur la fidélité des élus à leur parti et à leur bord politique. En lisant bien ces dispositions, on se rend compte que les parlementaires ont apporté les grands remèdes aux grands maux dont souffrait le monde politique depuis l'avènement du renouveau démocratique. Toutefois, le code reste une loi. On ne pourra véritablement jauger son efficacité que dans sa mise en œuvre, Tanguy. Mais vous dites que vous êtes surpris par autant de réactions? Pas surpris, c'est l'ordre normal des choses, comme je le disais plus haut. D'ailleurs, c'est le contraire, qui aurait surpris après le vote d'une loi aussi importante que les acteurs à divers niveaux gardent le silence. Ce serait inédit. Les différentes réactions enregistrées jusque-là, je les range sous la bannière de la vitalité de notre démocratie. En termes de réaction, tout le monde sait que les opposants ne sont pas d'accord avec ce qu'il s'est passé au Parlement ce mardi. Et lorsqu'on se réfère un peu à la ligne de conduite du Parti Les Démocrates, c'est le contraire qui aurait également étonné. Ils ont pour habitude de prendre des positions trop tranchées par rapport à certains sujets, surtout lorsque ça provient de la mouvance présidentielle. Les votes contre, les cartons rouges et les rejets sont leur apanage et ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur dénier ce rôle, on ne peut pas les condamner outre mesure. Au Parlement, ils y sont pour faire le contrepoids, même si je dois admettre qu'il y a parfois un peu d'exagération dans les actes qu'ils posent, les positions qu'ils prennent. Même dans le cadre de la
modification de ce code, toutes les propositions contenues dans la loi Nouréni a Tchadé, si ces propositions étaient prises en compte, eh bien, Roundété et compagnie trouveront à dire. Ça aussi, c'est de la démocratie, car cela nous a manqué à un temps pas trop lointain de notre histoire. Après l'opposition, la société civile qui assure fort bien son rôle de veille citoyenne, leur démarche me plaît bien cela. Pour chaque élection, ils dressent des rapports de monitoring assortis de recommandations. Ils tirent la sonnette d'alarme quand il le faut. Eh bien, dans le cas d'espèce, la société civile béninoise est restée très attentive sur cette actualité. Leur déclaration du 22 février et celle des 5 et 6 mars invitent déjà les députés à privilégier l'inclusivité dans leur démarche, se demander ce qui était urgent. Elle a incriminé, par exemple, certaines dispositions de ce code et aller plus loin en faisant une adresse à l'endroit du chef de l'État. Quant à la mouvance, elle a fait son job jusqu'au bout et mieux assure le service après-vente, c'est-à-dire qu'elle s'emploie au lendemain de la modification de ce code. Elle n'est pas restée les bras croisés. Elle s'est lancée dans un exercice pédagogique d'explication du contenu des amendements, une démarche qui était nécessaire pour lever tout équivoque et surtout éclairer la lanterne des populations. Au-delà de tout, Tanguy, le code est bien là, modifié avec à la clé des amendements que beaucoup jugent de corset. Comme on le dit généralement, les lois ne valent que ce qu'on en fait. Si l'idéal derrière ce code, c'est d'assainir davantage l'environnement politique de notre pays, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un pays comme le Bénin, un pays qui est en quête de son développement. Avant de promulguer cette loi, le chef de l'État doit s'en assurer tout de même, car en fin de compte, c'est lui et lui seul qui doit des comptes aux Béninois à la fin de son mandat. Merci Franck. Mesdames et messieurs, on va passer à nos discussions. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, depuis mardi passé, on a quand même constaté une campagne d'explication, de sensibilisation et ma foi de partage du contenu de la loi modifiée concernant justement les dispositions contenues dans le code électoral. D'ailleurs, on a reçu même un invité ce matin tout à l'heure pour encore expliquer, et on présente le document avec beaucoup d'avantages désormais. Eric, le taux de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. On parle justement de renforcement, par exemple, des partis politiques. En quoi est-ce que cela renforce les partis politiques, ce nouveau test? Parce que ce qu'on leur demande, bien entendu, en termes de pourcentage, de nature justement à les amener à être de grandes formations politiques, et de nature à les amener à des partis politiques plus présents dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez que juste dans un passé récent, l'habitude qu'on avait, on peut ne pas étendre, n'est-ce pas, sa formation politique dans toutes les circonscriptions électorales. On pouvait se contenter seulement du département dans lequel on estime être plutôt populaire, plutôt connu, n'est-ce pas, au détriment des autres. Aujourd'hui, on voudrait justement, dans ce code électoral, que les partis politiques puissent avoir une existence dans tout ce que nous avons comme circonscription électorale. Mais je pense aussi, pour ma part, que derrière ce code électoral, il nous faut voir aussi la fin d'un certain nombre de pratiques qui, pendant longtemps, ont gangréné notre environnement politique. On ne le dit pas suffisamment. Et les acteurs non plus ne sont pas tout à fait sincères à l'endroit de l'opinion publique sur ce qui est parfois dans l'action politique comme pratique qui n'est pas du tout catholique. Vous savez, si 10 ans en arrière, on fait un peu le point de ce que nous avions perdu sur la table des négociations politiques pour satisfaire un parti politique, pour satisfaire un leader politique, pour satisfaire les caprices de X ou de Y parce qu'il est à la tête d'une formation politique. C'est beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce qu'il fallait contenter tout le monde. Pour peu qu'on ait réussi à créer une formation politique,
qu'on est sur le point de faire une déclaration contre le prince, eh bien, cela n'est pas de nature à comment on dit, à permettre à ce dernier d'aller jusqu'au bout de ses idées. On pouvait justement le mettre à l'abri du besoin, le contenter avec beaucoup d'argent, et puis on pouvait passer à autre chose. Donc je pense que ça fait partie d'un certain nombre de choses qui font que, pendant longtemps, nous sommes restés dans un système partisan avec beaucoup de revers. William, pourquoi est-ce que ce code renforce les partis politiques actuels? Avec les différentes explications données par les élus qui ont adopté ce texte, on voit que certains partis seront véritablement renforcés du point de vue de la discipline de groupe, du point de vue de la peur qu'à 2-3 jours des échéances, des gens prennent plutôt une autre route, une autre trajectoire pour s'offrir un autre chemin. Mais d'un autre point de vue, pour la pluralité, la kaléidoscopie de formation politique, moi je ne trouve pas forcément un renforcement de ce système partisan. Parce que vous voyez, en l'état actuel des choses, les dispositions législatives qui ont précédé ces amendements du code électoral établissaient déjà que l'absence à 2 scrutins successifs pour un parti politique sonne son requiem. C'est terminé pour ce parti, il ne va plus exister. Quand ces dispositions existent et que maintenant dans le code électoral, pour lever des sièges à l'Assemblée nationale, il faut territorialement répartir sur au moins 3/5 des circonscriptions électorales, il faut lever 20%. Convenez avec moi qu'il n'y a que les très grandes formations qui vont... Il faut 20% dans chaque circonscription électorale. Et maintenant, quand vous voulez être candidat à la présidentielle, vous devez réunir des parrainages qui proviennent de 3/5 des circonscriptions électorales. Justement, merci d'avoir levé cet amalgame. Et quand vous avez 20% pour les législatives, je suppose que parce que de très grands partis et que les Béninois adoptent n'auront pas 20%, d'autres formations politiques n'aient pas 20%, que 3 ou 4 aient peut-être 20% et que d'autres n'arrivent pas à avoir 20% sur peut-être 2 élections successives comme les communales, comme les législatives, les autres partis disparaissent. Pour la pluralité démocratique qui est la nôtre, pour le multipartisme intégral dont nous avons parlé, je pense que cela pose problème parce que regardez l'expérience nigériane à côté. 2 partis existent et s'alternent à la tête du pouvoir. Mais les mécanismes juridiques permettent des candidatures indépendantes à la présidentielle, par exemple. C'est-à-dire quoi? Le fait que, du point de vue de leur histoire, ils se sont dit, c'est assez, nous sommes certes plus de 200 millions, mais on s'arrange pour n'avoir que 2 couloirs dans lesquels nous briguons la magistrature suprême. Il y a des mécanismes qui permettent les candidatures indépendantes. Ailleurs, aux États-Unis par exemple, l'hégémonie des 2 grandes formations politiques est plus que séculaire, mais des partis marxistes existent, un parti communiste existe. Cela ne fait pas disparaître les autres formations politiques. Ici, on entend dire que les autres partis vont être des partis de pression. Vont être des partis qui interpellent, qui sont là, qui appuient sur la sonnette d'alarme, qui interpellent. Mais est-ce que d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc quand on est un micro-parti, quand on est une idéologie, parce que moi j'entends parti politique par essence par une idéologie, par une façon de voir l'État, par une façon de penser le vivre ensemble de ses concitoyens. Quand on est un micro-parti, certes étendu sur le territoire national, mais que de son idéologie, on n'a pas une grosse masse comme le Parti communiste par exemple, on n'arrive pas à convaincre autant de Béninois qu'il le faut. On est 2 scrutins après, on disparaît. De ce point de vue, et du point de vue également des instruments que nous avons ratifiés, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose clairement que les peuples ont besoin de cette liberté de choisir le dirigeant qu'ils veulent, et surtout que dans ce contexte, il ne peut pas avoir de candidature indépendante à des élections présidentielles, par exemple. Je trouve que le verrou est trop élevé.
Il faut préciser que déjà, pour la discipline de groupe, effectivement, quand on explique d'une certaine manière, on peut comprendre parce que un parti qui, a priori, un membre d'un parti qui, a priori, donne sa voix ou son parrainage à un autre parti politique peut être vu effectivement comme une désobéissance vis-à-vis du parti, mais dans le même temps, il faut aussi se poser d'autres questions. Jusqu'à présent, quand je lis les débats dans les couloirs de partis politiques, on ne parle que de 3 formations politiques. Certes, il n'y a que 3 formations politiques, 3 représentés au Parlement, mais il n'y a pas que 3 au Bénin. Et depuis longtemps, depuis la semaine dernière, je constate que le débat circule autour de l'UPR, du BR et des démocrates. Il n'y a pas que l'UPR, l'UBR et les démocrates. Il y a beaucoup d'autres formations politiques qui étaient aux élections, qui, avec les 10%, n'ont pas pu réunir les 10%. Donc, que le débat se fasse uniquement autour des démocrates, du Bloc républicain ou de l'UPR, je pense que nous sommes en train de passer à côté de ce que certains parlent de l'exclusivité. Effectivement, de l'exclusion, en ce sens que déjà, quand vous voyez la possibilité de certaines personnes à pouvoir parrainer, à pouvoir accorder leur parrainage, leur droit de parrainage. Dans le même temps, on sait qu'il peut y avoir des possibilités de parrainage, mais que d'autres ne pourront avoir, compte tenu de leurs possibilités. Parce que déjà, à ce niveau, il y a les démocrates. On dit que les démocrates ont 28 députés, et donc ils répondent aux normes. Ça veut dire qu'a priori, les démocrates ont la possibilité de le faire. On demande aux autres, dans une certaine mesure, de faire des convenances de gouvernance dans le même pays où les lois, les tests refusent ou interdisent les alliances de partis. Donc, on nous parle aujourd'hui de convenance politique, de convenance de gouvernance, mais la loi, les tests qui ont été votés, relisez bien, ne précisent pas les conditions dans lesquelles ces convenances de gouvernance et quel sera le statut juridique de cette c'est comme un acte privé entre deux partis politiques. Pourquoi je demande le statut juridique? Le statut juridique, c'est par rapport aux tests qui existaient déjà et qui interdisent les alliances de partis politiques. Donc vous voyez déjà que nous nous retrouvons face pas une alliance. Une alliance permet à deux partis de s'entendre, de proposer une liste, par exemple, une liste de candidatures. Et je suppose, en tout cas, c'est ce que je comprends de leur discours, je comprends que l'accord de gouvernance, c'est que monsieur et madame de deux partis différents, qui peut-être ont à peu près les mêmes visions de la gestion du pays, s'asseyent et disent que petite alliance. Voilà. Et quand ils font cette petite alliance, cette petite alliance-là, est-ce qu'elle est interdite par les tests? Ils auront 2 listes. Voilà. Vous venez de répondre encore à ma question, parce que là, au vu de tout le monde, la question est posée. Donc je dis, d'une certaine manière, c'est vrai que ces tests permettent d'une certaine manière de discipliner chaque parti politique. Les démocrates sauront désormais que pour aller aux élections, je ne donne mon parrainage qu'à ceux qui sont carrément soit de mon bord ou ceux qui, entre parenthèses, ont concédé des convergences de gouvernance avec mon parti politique. C'est pareil pour le Bloc républicain, pour l'UPR. C'est vrai que ça va d'une certaine manière apaiser les tentatives de débauchage, les tentatives de manipulation des différents membres, parce qu'effectivement, celui qui s'en va, l'élu d'un parti qui, d'une certaine manière, dit qu'il ne se sent plus en odeur de sainteté avec son parti initial, où il a été élu, et d'ailleurs, Assouan Degla l'a dit tout à l'heure, il doit plutôt en partant laisser son poste ou laisser son droit de parrainage. En un mot, finalement il ne peut pas signer parce qu'il ne pourra pas. Oui, mais s'il laisse le parrainage, il s'en va. Et c'est ça, et c'est là où vous venez justement ma première question tout à l'heure. Je disais, si on a des voies, des possibilités de parrainage et qui sont là et qui sont embrigadées, alors ça profite à qui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi? Vous étiez absent du studio. Vous étiez absent du studio. Religieusement. Oui, mais si vous suiviez religieusement, vous auriez dû savoir à quelle question il répondait en le suivant religieusement. C'est la même question que vous venez de faire. D'accord. Beaucoup disent qu'avec ce test, on a un renforcement des partis politiques qui existent. C'est vrai. Écoutez, moi je pense qu'à un moment de l'histoire de notre pays, nous avons assisté à l'explosion de partis politiques. Il y en avait tellement que
parfois on se perdait même dans les appellations, dans tel ou tel, celui qui est le parti politique, le président de tel ou tel parti politique. La situation était devenue un peu préoccupante parce que tout le monde faisait, dans les coins de rue, dans les hameaux, tout le monde faisait la politique. On crée son parti dans un petit sac, on a les documents, on circule à la fin des élections, on fait des négociations et après les élections, allez, ça va, tout le monde disparaît. On revient encore sur la scène politique lorsque nous avons une consultation qui est en vue. Et puis, les acteurs politiques, notamment, disons, ceux qui ont assisté, ceux qui ont commencé la politique depuis notamment le renouveau après la conférence, j'allais dire, on a vu qu'il faut introduire des réformes. Et c'est ce qui a amené le système partisan ainsi que la charte des partis politiques que nous avons adopté. J'ai l'impression qu'on va un peu crescendo, c'est-à-dire que degré par degré. Parce que ce qui était contenu dans le système partisan n'était pas aussi corsé comme on le dit actuellement. On a expérimenté ça pendant un temps et maintenant on a senti la nécessité pendant pour trois ans, vous voulez dire. Voilà, 3 ans. Et ceux qui ont introduit, ceux qui ont voulu penser cette réforme ont voulu qu'on augmente un peu, qu'on aille sur un autre palier. Moi, je pense que ça va renforcer. Puisque tout le week-end, j'ai eu la chance de suivre encore les explications qui ont été données par les uns et les autres sur la question. Ça ne peut pas manquer ces réactions qui disent que c'est trop corsé, il faut ouvrir le jeu politique, il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir faire les compétitions électorales. Moi, je pense que c'est des réactions tout à fait normales. Et d'ailleurs, les réactions de la société civile, des opposants et tous ceux qui ont intérêt à réagir sur cette actualité, moi, je trouve que leur réaction nous éclaire davantage parce que ça permettra, si d'aventure on devrait retoucher cette loi, et même au niveau de la Cour constitutionnelle, de faire un travail qui puisse parfaire ce qui est fait là. On ne peut pas nous dire que ce qui est fait là, c'est pour le meilleur des mondes, ça va redresser ça va régler tous les maux dont nous souffrons en politique, ça va régler certainement, ça aura peut-être des limites, mais ce sont des réformes qui sont engagées, des modifications qui sont faites pour éviter un certain nombre de pratiques, comme l'avait déjà dit Eric, la transhumance, on fait du chantage politique, et puis le grossissement du nombre de partis politiques. Je pense que si on les mettait ensemble, ça va donner, le paysage politique sera éclairci. William a fait quand même une belle remarque. Est-ce qu'on avait besoin encore de hausser le niveau de pourcentage pour voir des partis disparaître quand l'ancien code a déjà dit si vous êtes absent sur deux élections de même nature, vous disparaissez définitivement. Est-ce qu'on avait besoin encore de lever à 20%, 30%, etc. Oui, mais on peut également dire, mettons ça, en tout cas, disons-le autrement, pour empêcher les partis politiques, les petits partis politiques qui naissent partout, de pouvoir exister et n'attendre que trois élections pour consacrer leur disparition ou pour constater leur disparition. Et je pense que c'est cela qui est mis dedans. En fait, pour dire, écoutez, lorsque vous n'êtes pas une formation politique assez convaincue, si vous voulez exister, mettez-vous ensemble et formez de grands blocs pour que nous ayons quand même... Avec ce qui est là, ce n'est pas évident que même quand on se met ensemble, qu'on soit vraiment à même de pouvoir avoir les 20%, ma foi, dans toutes les circonscriptions électorales. Quand on voit un peu même la configuration géopolitique nationale, où toujours il y a je dois dire, le poids du lien de sang qui détermine le choix électoral de certaines populations, on n'est pas très sûr que même quand on se met ensemble, qu'on aura 20% partout dans les circonscriptions électorales. Justement, c'est pour ça que j'ai entendu des députés répondre ce week-end. Benoît Degla le disait encore à l'instant, à votre question, que
il est bien possible, ils admettent qu'il est possible que personne n'ait 20%, dans toutes les circonscriptions électorales et ils ont pensé à une annulation probable du scrutin. Pour moi, c'est antidémocratique que de réfléchir de la sorte. Pour moi, organiser des élections, on dit qu'on veut rationaliser, c'est l'une des questions pour lesquelles il faut diminuer. On est allé aux élections générales. On va aux élections générales. Rationaliser les dépenses de l'État, mais on a des dispositions qui nous amènent à des élections dont un scénario possible, c'est l'annulation. Vous savez, les pays dans lesquels on a annulé des scrutins, vous connaissez le sort que les populations ont subi. Moi, je ne le souhaite pas à notre pays. Et sur le fond de la question des 20% par territoire, vous savez, les observateurs de la vie politique, certains ont soulevé un argument qui, pour moi, est d'une certaine taille. L'article 81 de notre Constitution, qui prévoit justement la question du suffrage, du seuil de suffrage à lever au plan national. La Constitution prévoit au plan national. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'avec les amendements, le verrou des 10% est levé parce que, au cas où les 20% ne sont pas recueillis pour un parti, il y a la possibilité, dans les circonscriptions électorales, il y a possibilité de repêcher ceux qui, au plan national, ont recueilli au moins 10%. Donc, je me dis qu'implicitement, le verrou ou le seuil des 10% est maintenu au plan national. Mais voilà qu'on prend des dispositions spécifiques. Oui, le verrou est maintenu. Hein? Il est maintenu, mais... On voit d'abord au niveau national si vous avez les 10%. Oui. Si vous avez les 10%, on dit, OK, est-ce que dans les circonscriptions électorales, vous avez 20%? Donc, c'est vrai que c'est redondant parce que si vous avez déjà 10% au plan national, c'est supposé que vous avez une envergure nationale. Oui, mais pour la compréhension, justement, et pour la compréhension que certains comme moi ont de cet article de notre Constitution, c'est que avec le verrou ou le seuil national déjà, le parti est éligible en matière de décompte de ses suffrages. Mais s'il y a un second verrou qui est territorial maintenant, qui subdivise en 24 le Bénin, est-ce que cela répond à l'esprit de notre Constitution? La question, les sages vont nous le dire en recours d'inconstitutionnalité ou en contrôle de constitutionnalité. Mais d'une manière ou d'une autre, moi je trouve que ces verrous de plus, quel que soit le renforcement qu'ils donnent au système partisan de part et d'autre, on fait ces petites, pas petites, on sait difficultés de plus, on sait bosses de plus, on sait collines de plus à franchir et qui pour moi ne facilite pas forcément le choix. Allez, on va aborder l'autre point qui justifie ma foi cette loi. Ils disent que cela permet d'éviter la transhumance politique, c'est vrai ça, Franck? Oui, a priori. Oui. Ça permet, lorsque vous lisez les dispositions et les explications qui ont été données pour quitter un parti politique et migrer vers un autre aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques vont réfléchir par deux fois. Parce que ce qui est mis, surtout lorsque vous voyez, la finalité, c'est de pouvoir participer aux activités du parti politique. Mais lorsque on restreint un peu et on encadre, voilà le mot que je cherchais, on encadre la façon de parrainer lorsque vous restez dans un parti politique. Vous profitez de son ombrage, vous profitez de tout ce qui va avec et que à un moment donné, vous dites non, ceci ne me plaît plus, je dois aller ailleurs. C'est que aujourd'hui, il faut savoir que en quittant ce parti politique-là, vous devez forcément prendre position pour aller vers un autre parti politique. Mais mieux, c'est que vous n'aurez pas la possibilité, comme le font certains, je veux quitter ici et je vais, par exemple, dans un parti B, vous quittez un parti A, un parti B, je pourrais faire tout ce que je veux, ça n'est plus possible aujourd'hui. Si vous quittez un parti de la mouvance, on vous permet d'aller parrainer, par exemple, un autre parti de la mouvance, un candidat d'un autre parti de la mouvance, oui. De la mouvance, et non quitter. Parce que le problème, ce qui fait mal, terrible, hein? Ce qui fait mal, c'est celui qui quitte, par exemple, quand même, cette affaire. C'est celui qui quitte, par exemple, la mouvance pour aller parrainer quelqu'un de l'opposition. Pourquoi il devrait avoir une frontière étanche entre la mouvance et l'opposition? Si l'opposition fait un truc qui ne me plaît plus, oui, pourquoi je ne veux pas adhérer à la mouvance? Ça fait des plumes de perdu pour le parti que vous quittez. Donc, c'est pour encadrer un peu cela. Parce que certains sont spécialistes du fait. Si vous lisez un peu l'histoire de notre pays, point oui ou point non, vous les voyez la veille avec un parti A, et déjà le lendemain,
Ils sont là-bas. Oui, mais là, on est focus, Eric. Là, on est focus sur, ma foi, soit le maire, soit le député qui a le parrainage. Mais les gros acteurs à la base, ceux qui mobilisent, qui haranguent la foule, qui ne sont pas élus, etc., qui peuvent être BR aujourd'hui, demain UPN, vous aviez assisté à cela pendant ces dernières années. Ceux qui sont, ma foi, tapis dans l'ombre et qui veulent forcément être positionnés, qui n'ont pas été positionnés, qui s'en vont dans tel parti ou dans tel autre, en quoi est-ce que ce code électoral va les empêcher de faire le mouvement? Donc c'est à croire que si la transhumance politique est considérée comme un problème, il faut l'encourager. Il faut faire en sorte que... C'est ça ma question? Non, c'est moi qui m'explique. Il faut l'encourager. Si dans la pratique politique, on estime que ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas sage de voir des acteurs politiques pavaner du jour au lendemain, de parti politique en parti politique, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de valeur. Si on considère ça comme un problème, je pense qu'il faut le régler. Si on souhaite aujourd'hui que les partis politiques seront plus forts que des individus, n'est-ce pas, que des individus, et que cela peut sédentariser les acteurs au sein de ces formations politiques, si cela peut nous permettre donc d'évoluer sur ce plan, tant mieux. Tant mieux. Si cela peut éduquer nos acteurs politiques à savoir que je sois ici ou que je sois là-bas, ce n'est plus ça qui définit ma carrière politique, mais c'est plutôt l'ensemble de la formation politique. Je pense que ça peut nous permettre de régler un problème. Oui. Mais avant, rapidement, sur le taux de pourcentage au niveau des circonscriptions électorales, si vous me le permettez, Tanguy, je pense que c'est même là que ça devient intéressant. Si aujourd'hui, je le dis comme ça, comment on dit, le risque des uns peut être l'opportunité des autres. Si la peur de manquer les 20% au niveau de chaque circonscription électorale, c'est une obligation alors pour les formations politiques de batailler dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez, nous avons connu des élections où on fait une carte et on estime que, bon, telle circonscription, c'est pas trop ma priorité. J'ai pas trop de partisans là-bas. Je concentre mes actions ici. Quand on arrive au pouvoir, vous verrez que ce que nous observons comme déséquilibre dans le choix des projets, dans l'action d'un système, n'est-ce pas, à la tête de notre État, dénote aussi parfois de ce déséquilibre. On estime que je concentre mes actions politiques de développement dans des circonscriptions où on a le plus voté pour moi. Si, avec ce code, un parti politique, c'est qu'aujourd'hui, on m'oblige à aller chercher des voix de la première circonscription jusqu'à la dernière circonscription électorale et que je parcours l'ensemble des circonscriptions, ça fait en sorte que j'ai, comment on dit, une obligation d'action, une fois in fine, après les élections, n'est-ce pas, au niveau de ces circonscriptions électorales. Et pour finir, je pense que c'est une loi. On ne peut pas rêver sur un plateau, espérer que ça va régler tous les problèmes, mais je pense que d'hier à ce qu'on a constaté comme perversité dans l'environnement politique à la date d'aujourd'hui, ça peut nous permettre de faire un pas. Oui, il faut déjà qu'on commence par préciser qu'aucune loi n'est parfaite, tout est perfectible. Et c'est bien de vouloir régler certaines choses pour pouvoir améliorer la vie politique, améliorer l'organisation des élections et surtout la fin des élections, parce que c'est surtout la fin qui détermine tout le reste. Parce que quand c'est pas bien fait, on se retrouve dans des situations post-électorales que nous avons connues, un peu comme ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des gens qui sont toujours en prison. Actuellement, il y a même des personnes qui ont perdu la vie, paix à leurs âmes. Et déjà, ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, loin d'être juste un jeu, c'est l'avenir de toute la nation et des générations futures qui nous engagent ici tout de suite. Quand on parle du système partisan, d'une loi pour pouvoir contenir la transhumance et tout ça, je me dis, c'est bien. C'est bien de vouloir contenir, parce que d'une certaine manière, il faut effectivement amener les hommes politiques, même s'ils sont souvent sans état d'âme clair parfois, parce que parfois ils sont là sans idéologie fixe. Et on a vu par le passé, lorsque le système partisan a été voté et puis adopté, on a connu tout cela, et on a vu qu'il y a eu toujours des formes de transhumance. On a vu entre deux partis politiques, si à moi, où l'un quitte le parti A pour le parti B, et qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est soit pour des convenances personnelles et autres, tout ça. Donc, mais au fond, qu'est-ce qui justifie tout cela? Tanguy a bien fait de souligner tout à l'heure, il arrive d'un moment où ce n'est pas le candidat que vous voyez, ce n'est pas l'élu que vous voyez, mais surtout des gens qui sont souvent dans l'ombre, qui travaillent véritablement, qui mouillent les maillots pour ces partis politiques. Et qui ont des assises très fortes, très puissantes, et qui du jour au lendemain estiment qu'ils devraient normalement être positionnés. Et
ils se retrouvent malheureusement écartés et cette frustration les amène à se dire, écoutez, si c'est comme ça, je vais vers le parti B. Et c'est pareil pour le parti B, pour le parti A. Donc ça veut dire que, est-ce que dans une certaine mesure, cette loi contient vraiment la transhumance? Parce que d'une certaine manière, ce n'est que des lois, les tests restent des tests, et il faut toujours que les hommes s'y accommodent. L'autre chose aussi, quand on parle... Très rapidement. L'autre chose aussi, quand on parle justement du candidat représentatif sur le plan national, et on dit que cette loi permet aussi de travailler sur le développement réel du pays et tout ça. Regardez, si éventuellement, nous devons retenir les 20% tels que c'est prévu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les élections qui sont passées, Yaya Boni qui est venu dans une certaine mesure, est-ce qu'il aurait pu réellement réunir les 20% dans chacune des circonscriptions? Parce que depuis longtemps, quand j'écoute le débat, très souvent quand on parle des 20% dans les circonscriptions électorales, on a tendance à généraliser en faisant croire que 20% dans toutes les circonscriptions, mais en réalité c'est 20% par circonscription électorale. Dans chacune des 24 circonscriptions électorales, nous devons vraiment voir ce qui est là. De toute façon, les sages de la Cour constitutionnelle vont connaître le dossier et pourront vraiment nous dire si elle est conforme à la Constitution. En fait, moi j'aime bien cette volonté d'avoir un système partisan plus assaini, parce que cela nous fait, et sur ce plateau je crois que nous nous convenons là-dessus, ça ne fait plaisir à aucun pays de se voir gouverné par des gens qui, en termes d'éthique et de morale, de comportement aux plus hautes fonctions, aucune déférence, aucun scrupule. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Maintenant, je pense qu'on a plutôt d'autres stratégies que ces verrous. Vous voyez le mécanisme, il y a certains mécanismes incitatifs de cette même réforme du système partisan qui, par le passé, pour moi, ont des plumes qu'on peut apprécier. Par exemple, le financement des partis politiques. Quand vous n'avez pas d'élus, quand vous êtes allé au charbon et que les Béninois ne vous ont pas donné leur confiance, vous n'avez pas l'argent du financement, vous n'avez pas l'argent du contribuable béninois pour financer votre activité politique. Et c'est à coût de milliards. Vous voyez, ça ne suffit pas, ça ne règle pas tous les problèmes des partis politiques. Et avec les verrous qui ont existé par le passé, tous les partis devra avoir la chance d'au moins un maire ou de conseillers municipaux dans leur localité n'en ont peut-être pas la chance, mais ce mécanisme est déjà à un certain niveau. Vous savez, moi je pense que ce qui manque peut-être à cette envie d'assainir le système partisan, c'est un certain consensus et un certain débat. Cette pédagogie actuelle, qu'elle soit en amont. Parce que pour un pays qui est en voie de développement comme nous, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas forcément très grandes idéologies dans la sphère politique. Il y a peut-être 3 ou 4 partis qui doivent exister, parce que les libéraux d'un côté qui voudront la libéralisation de l'économie, peut-être des socialistes d'un côté et peut-être un parti centriste au passage. Si on avait, par exemple, tel qu'on en a discuté en 90, on dit non, on est sorti du parti unique, on est sorti du joug, il faut le multipartisme intégral. Je pense que si nous rediscutions aujourd'hui, nous allons constater que nous ne sommes pas au niveau de développement qui a besoin d'un parti écolo, d'un parti de toutes sortes, et donc on peut avoir 3-4 partis sur l'échiquier national, et on s'entend là-dessus. On recadre les choses, peut-être comme d'autres l'ont fait, mais avec un peu plus de consensus. Parce que l'idée aujourd'hui, telle qu'elle se met, c'est cette... On finit avec je dis un mot sur la question du système partisan avec le parrainage. Vous voyez, aujourd'hui, l'élu, quand il ne parraine pas le candidat de son parti, pour une raison ou une autre, ne peut pas parrainer un autre candidat. Mais il peut, quand son parti a le chiffre juste comme bloc républicain de 28 députés, il peut à lui seul ne pas se décider. Il ne parraine certes pas quelqu'un d'autre, mais il empêche son parti quand même avec son abstention, parce qu'il n'a pas un mandat impératif, de ne pas avoir un candidat. Et personne ne lui fera un procès. Personne ne peut signer le parrainage à des dispositions comme ça sont dans un cadre législatif. Attention, il y a à dire et à redire là-dessus. Franck, si on considère que le financement des partis politiques constitue une astuce ou un moyen de pression pour discipliner les partis politiques. Moi, je dis que ça va nous ramener dans un autre envers, dans une autre pratique qu'on a voulu éliminer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le financement public qu'on doit vous octroyer, mais là, comment les partis vont fonctionner? On va retourner à ceux qui ont de l'argent, qui vont faire tourner le parti, et ça ne va pas régler le point. C'est eux qui décident. Mais quel problème ça crée au bon fonctionnement du système partisan? Oui, mais là, on n'a pas l'activité politique. C'est la seule personne qui décide.
Lorsque vous avez le financement... Que la personne décide pour un parti qui n'a aucun élu, aucun représentant, etc. Pour qui la population ne vote pas, ça gêne qui? Non, mais ça reste un parti sur la liste des partis politiques dans le pays qu'on doit citer lorsqu'on veut évoquer. Ça, ce n'est pas un parti. Oui, mais après, est-ce que ça gêne? Moi, je veux voir quel est le dommage que ça crée, que quelqu'un crée son parti, mettre tout le temps l'argent dedans et que personne ne vote pour lui, mais qui continue à voter, à mettre de l'argent dedans, même si on met son nom sur la liste des partis politiques. Ça gêne qui? Non, mais est-ce que vous voyez, est-ce que c'est normal ça? Vous avez des gens qui se réunissent et quelqu'un qui décide un matin, il peut dire allez, si William est le secrétaire général. Moi, le président de parti. C'est justement ça qu'il faut éviter à notre pays. Et sur la question des pourcentages, lorsque vous devez avoir 10% au plan national et 20% dans chaque circonscription, moi je pense que cela renvoie à la culture du travail. Vous devez travailler. Il y a des gens, des responsables de partis politiques qui ont des représentants dans les communes qu'ils ne connaissent pas. À la veille d'une consultation électorale, on l'appelle au téléphone. Oui, coordonnateur, je t'envoie tel montant. Ça se passait par le passé. Et des jeunes qui se sont fait de l'argent comme ça parce qu'ils ont accepté dans un hameau où personne n'a accepté être représentant de ce parti. Peut-être pour des représailles, pour une question ou une autre. Alors, il a des moyens. Donc, c'est des pratiques qu'il faut expliquer. Maintenant, lorsqu'on a le choix entre deux, comme le dit William, vous avez dit qu'il y a des moyens déjà là disponibles. S'il y a d'autres moyens, bon, si les acteurs politiques ont décidé de choisir la gauche ou la droite, ou de choisir la solution verte ou la rouge, bon, c'est eux qui sont... la jaune. C'est eux maintenant qui sont manettes. Vous savez, quand le code électoral va s'appliquer aux acteurs politiques en premier, c'est eux. Si c'est considéré comme une chicotte, ça va chicoter ensemble les acteurs. Qui leur donne mandat. Non, justement. Ça régit. Ils ne sont pas en dehors. S'il vous plaît, je finis rapidement. Le code électoral, ça permet aux partis politiques d'animer la vie politique, n'est-ce pas? Donc les acteurs premiers, c'est d'abord eux. C'est eux qui vont à la conquête de l'électorat, c'est eux qui veulent gérer le pouvoir. C'est d'abord eux les premiers acteurs. Si le code est considéré comme une chicotte ou comme une eau bénite, ça va les toucher en premier. Vous savez, quand vous avez un enfant qui a fait preuve de délinquance sur plusieurs années de son parcours, et un jour commence lui-même par retrouver le chemin de l'église, commence lui-même par saluer les aînés, commence par les respecter, en tout cas, commence par emprunter un chemin plus vertueux qu'il utilisait, c'est à saluer, et il faut l'encourager dans ce sens. Je dis ça pourquoi? Quand vous les voyez, tant qu'ils sont... oui, c'est ça. Oui, ça. C'est dans ce Parlement que nous avions entendu des gens dire qu'ils vont prendre de l'argent. C'est dans ce Parlement que nous avons entendu des gens déclarer avec beaucoup de joie qu'ils vont prendre 400 millions, 300 millions. Ça ne les empêchera pas, même avec le code électoral. Ils prendront toujours la RIC pour les formations. Ça, c'est clair. C'est dans ce Parlement que nous avions entendu. C'est dans ce Parlement que nous avons entendu que nous avions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Le a été détaillé pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue de presse de ce premier jour de la semaine. Au cœur des sujets traités ce matin par les canards, le code électoral révisé. La plupart se sont livrés à un exercice visant à mettre en lumière les avantages de la nouvelle loi. Ainsi, le quotidien domestique relève que le nouveau code électoral a opéré un renforcement de la légitimité des futures présidentiables et affiche les positions convergentes de deux acteurs politiques que sont Gérard Benonchi et Wilfried Rumbedji. Si pour le premier, je cite, c'est une réforme fédératrice des partis forts à ancrage national, fin de citation. Pour le second, je cite, c'est inclusif car tous les partis présents au Parlement peuvent être représentés, fin de citation. Selon le quotidien, plus de partis politiques fébriles, encore moins de leaders sans troupes solides et qui aspirent à diriger le Bénin. C'est entre autres l'un des points contenus dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin,
modifié et complété le mardi 5 mars 2024 par l'Assemblée nationale du Bénin. Il s'agit d'un code qui exige des prétendants à la magistrature suprême d'avoir un leadership et des appuis politiques dans tout le pays. En effet, celui qui incarne le pouvoir d'État doit être représentatif, car forcément, il doit provenir d'un parti lui-même bien présent sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, le matinal s'intéresse au concept de l'accord de gouvernance. Une nouvelle disposition est introduite dans le code électoral voté par les députés dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024 au Bénin. Désormais, si la Cour constitutionnelle n'y trouvait aucun inconvénient, les partis politiques peuvent signer des accords de gouvernance ou des accords de coalition parlementaire que beaucoup assimilent à tort à une alliance. Cette mesure, résultante des mauvaises expériences électorales du passé, permet aux formations politiques qui n'ont pas pu atteindre le seuil de 20% requis au niveau de toutes les 24 circonscriptions électorales pour lever des sièges, de sommer les suffrages obtenus afin d'y arriver. Dans le cas d'espèce, les partis politiques en question doivent être de la même obédience politique, c'est-à-dire indéniablement de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Outre ce critère fondamental, la nouvelle loi prescrit que l'accord doit être préalablement notifié à la Commission électorale nationale autonome qui en prend acte avant la tenue du scrutin. Selon plusieurs députés, dont l'actuel président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Orden Aladati, cette disposition instaurée vise à promouvoir le dialogue entre les partis politiques. Elle les encourage à se donner la main pour disposer de grands partis politiques et groupes parlementaires afin de contribuer au développement du pays. À en croire le Soleil Bénin Info, ce nouveau code électoral sonne la fin de la pagaille politique sous nos cieux. Selon le quotidien, désormais, les membres des partis politiques peuvent avoir l'assurance que leur loyauté envers leur formation sera respectée, car le code électoral révisé interdit clairement la pratique de la transhumance politique. Les élus sont désormais tenus de respecter la volonté des électeurs qui leur ont accordé leur confiance en demeurant fidèles à leur parti politique ou en s'abstenant de soutenir les intérêts d'une formation adverse. Cette réforme va même plus loin en restreignant les parrainages des députés et des maires aux candidats à la présidentielle issus de leur propre camp politique, empêchant ainsi tout soutien à des candidats extérieurs. Les députés et les maires ne peuvent désormais parrainer que les candidats à la présidence de la République provenant de leur propre bord politique. Plus de détails à la page 3 du journal. De son côté, la boussole nous signale des malversations foncières dans la commune de Porto Novo. Il s'agit d'une présumée affaire de falsification de documents fonciers et d'extorsion de fonds chez un acquéreur de parcelles. Ce dernier aurait versé la bagatelle somme de 800 000 francs CFA à un agent de la mairie répondant aux initiales de AA et que plusieurs sources qualifient de très écouté par la secrétaire exécutive Isabelle Essou Darito. Celui-ci aurait tenté, avec cette somme, de négocier le recasement d'une parcelle. Les collègues censés être impliqués dans cette affaire n'ont visiblement pas mordu à l'hameçon. L'un d'eux, une dame travaillant au secrétariat central, a même porté l'affaire devant la SE. Plus de détails à la page 4 du journal. Pour finir, l'emblème du jour nous rapporte que l'incendie d'un entrepôt d'essence a fait d'importants dégâts dans le département de l'Atlantique. Le feu a encore dicté sa loi. L'essence frelatée a encore fait d'importants dégâts matériels au Bénin. Cette fois, c'est dans la commune de Tofo. L'incendie est survenu dans la soirée du jeudi 7 mars 2024 dernier, à quelques encablures de la localité d'Agbotagon, sur la RNIE2 Cotonou-Boycon. L'incendie s'est produit dans une maison transformée en entrepôt d'essence. Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Il est enregistré d'importants dégâts non encore évalués. Fin de la revue de presse de ce lundi 11 mars 2024.